étranger ici, donc je vais essayer de parler en français. On m'a demandé d'élever ma voix aussi, donc je vais partager cette conférence avec ma collaboratrice Aimée Larfimi, qui va prendre la relève après. Alors, je présente pour ceux qui n'étaient pas venus ce matin, donc la société Access to Business, une agence de web marketing qui a 14 ans d'expérience, 42 collaborateurs dans la société, on fait du web marketing 360 degrés, et on a depuis 14 ans plus de 500 clients satisfaits. Alors, F-commerce ou pas F-commerce? Le F-commerce, c'est quoi? C'est le Facebook commerce. Est-ce qu'aujourd'hui, d'après vous, il y a du Facebook commerce? Oui ou non? Est-ce qu'il y a du Facebook commerce? Oui. Oui. Qui dit non? Qui dit oui? Ok. Alors, je vais essayer de faire une petite statistique sur un sondage sur l'audimat. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans le domaine du e-commerce ici? Oui ou non? D'accord. Est-ce qu'il y a des étudiants? D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans les agences de com? D'accord. Et est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent dans des agences de développement? D'accord. Mais la question qui se pose, est-ce qu'il y a du F-commerce? C'est un mythe, il n'y a pas de F-commerce, il n'y a pas de transaction réelle qui existe sur Facebook. Clairement, il y a des sites e-commerce qui utilisent la plateforme Facebook, mais réellement, lorsqu'on va dans le paiement et dans la transaction elle-même, il n'y a pas de transaction sur Facebook. Il y avait à un certain moment une unité monétaire de Facebook, mais maintenant il n'existe plus. Alors, c'est quoi la définition alors d'un F-commerce? Je vais lire ça. Le F-commerce désigne l'utilisation des fonctions de partage de Facebook sur un site marchand ou en point de vente pour provoquer directement des ventes additionnelles par le phénomène de recommandation. C'est ça ce qu'on appelle F-commerce. Est-ce que c'est clair? On comprend d'ici au fait qu'il y a, il y a beaucoup de gens, beaucoup de sociétés qui ont développé des plateformes sur Facebook, de plateformes e-commerce sur Facebook, et qui ont effectivement travaillé sur cette plateforme-là. Et ce sont Gap, La Redoute et Kiabi. Et c'était un big fail. Cependant, big fail, c'est un échec total. Cependant, ça ne veut pas dire que Facebook, c'est pas un très bon apporteur d'affaires et de personnes qui peuvent acheter sur Facebook. Arlèche, ça ne réussit pas. Premièrement, d'après moi, c'est que Facebook, c'est en top of mind. Ça, c'est clair. Deuxièmement, si je veux acheter, excusez-moi, si je veux acheter quelque chose, je ne vais pas sur Facebook pour acheter quelque chose sur Facebook. Je vais acheter dans un site e-commerce. Il y a la sécurité éventuellement et la confiance. Il y a ne pas établir de stratégie, parce que en fait, Facebook, c'est un outil très puissant pour le ciblage, mais c'est pas l'outil très puissant pour passer des transactions et ainsi de suite. Généralement, ce n'est pas très conseillé, je ne vous conseille pas du tout de mettre sauf sur la partie pub, de mettre votre carte bancaire sur une application Facebook. Ne pas laisser la parole au client, donc c'est parmi les facteurs bloquants. Alors, le but essentiel, c'est comment influencer, le but de Facebook, c'est comment influencer des personnes
avant l'acte d'achat. Donc, ce qu'on appelle dans le domaine du marketing, on fait du marketing. Nous, on fait du marketing, et après, on a le web aussi. C'est le même principe. Donc, il y a des points de contact. On a plusieurs points de contact qu'on a avec les internautes, ceux qui vont acheter. On a un point de contact, notamment sur Facebook. On a un point de contact en push pour un emailing. On a un point de contact à travers les moteurs de recherche, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parmi les meilleurs, aujourd'hui, les meilleurs points de contact, premièrement, c'est Google. Parce que généralement, les gens, lorsqu'ils sont à la recherche d'un pull, par exemple la Redoute, qui sont là, donc ils sont à la recherche d'un pull, et ils vont aller dans un moteur de recherche pour chercher un pull, un t-shirt, et ainsi de suite. La Redoute, par exemple. Et donc, ce sont des gens qui sont à la recherche proactive d'informations, et donc ils concrétisent, on a un taux de transformation, un taux de conversion d'un prospect, d'un internaute, d'un client qui est meilleur que de n'importe quel autre outil. On a notre outil qui est Facebook, qui vient en deuxième position. C'est un outil d'influence, c'est ce qu'on appelle, nous, le marketing d'influence. Donc clairement, on va essayer de travailler sur la recommandation d'un internaute. On va toucher cet internaute-là pour qu'il puisse acheter de chez nous, ou de chez nous, d'une manière générale. Et donc, et voici comment on va faire. Il y a deux moyens sur Facebook. Il y a premièrement les Facebook Ads. Ça a été présenté dans l'avant-dernière conférence. Et le Community Management. Je vais m'étaler sur ces deux principes. Donc, quelques chiffres qui datent de juin 2013. Aujourd'hui, ils sont 4 millions d'internautes. Clairement, c'est 3 400 000. À peu près, on a 700 000 personnes qui sont venues maintenant sur Facebook. 32% qui se connectent tous les jours. C'est 1 million d'internautes en Tunisie qui se connectent tous les jours. On continue. Ça veut dire quoi? On a la télé, par exemple. On a dans un match Tunisie-Cameroun, on a 2,5 millions de personnes qui regardent ce match-là. Mais lorsque le match finit, personne ne regarde la télé. Facebook, c'est tout le temps. Tous les jours, on a 1 million de visites par jour. À partir de la Tunisie, bien sûr. On a 5% à peu près de personnes qui se connectent à travers leur mobile. Ça, c'est des statistiques qui sont assez intéressantes, parce qu'aujourd'hui, dans des points de vente, donc, par exemple, si on prend Blue Island, qui sont là aussi, donc lorsqu'on y va dans Blue Island, sur le site Blue Island, ou dans le point de vente, on peut interagir avec un internaute au sein même, qui a une connexion sur son mobile, au sein même du point de vente. Et là, c'est les idées qui sont en train de monter en France et en Europe d'une manière générale. Ils se concentrent surtout sur ça parce que la connectivité mobile elle est devenue un peu très publique, généralisée. 58% d'hommes et 42% de femmes en Tunisie. Là, je rappelle que ce sont des statistiques concernant la Tunisie. Et on a en fait une population qui est 40% du 18-24 ans, 25-34 ans à 30%. Les deux représenteraient 70% de la population Facebook. Du 35 à 44. Donc là, en fait, généralement, ceux qui achètent, c'est entre les 25 et 44 ans. Ça représenterait 40% de la population Facebook. Enfin, j'ai des clients qui vont me dire, moi, ma cible, c'est les femmes qui sont entre 25 et 34 ans. Donc, il fait les statistiques 4 millions fois 42% fois les 30%. Donc ma cible c'est à peu près 900 000 de femmes tunisiennes qui sont basées sur Facebook. Et lorsqu'il compare, c'est du marketing, lorsqu'il compare par rapport à d'autres médias comme la télé, il trouve que la télé est maintenant moins chère que communiquer sur Facebook uniquement pour cette cible.
La problématique, c'est que la télé, on ne sait pas qui est derrière, mais par contre, sur Facebook, on peut cibler la personne, et enfin, d'après son âge, et d'après certainement ses besoins, enfin, son comportement plutôt. Enfin, plutôt son comportement. Alors, la publicité sur Facebook, elle est de plusieurs manières possibles. Je vais essayer d'expliquer chacune. Alors, elle peut être dans la timeline, elle peut être à droite de l'écran, elle peut être sur mobile, elle peut être sur un moteur de recherche, donc c'est des résultats sponsorisés. Elle peut être, donc là c'est Facebook Offer, donc elle peut être aussi l'actu sponsorisé, mais aussi en Facebook Offer qui est une solution très intéressante, moi je pense que très intéressante pour les promos et les nouveautés. Facebook Offer, enfin, qu'est-ce qui est différent par rapport à cela? Ça permet aux gens de recevoir un email lorsque je me connecte, je dis j'adhère à cette offre-là. Ça permet aux gens de recevoir un email sur leur boîte email, mais aussi d'être relancé par rapport à cette offre-là dans 2-3 jours dans une notification sur Facebook. Donc on clique sur Facebook Offer, c'est deux notifications et 2 relances. Et ça permet aux gens, généralement, de concrétiser ce qu'on veut faire. Mon expérience par rapport à Facebook Offer, c'est... j'ai travaillé pour Gourmandise, pour la Saint-Valentin de l'année dernière, des packs spéciaux. En une journée, elle avait vendu les 800 packs Saint-Valentin grâce à Facebook Offer. Donc il y a aussi... On a travaillé pour d'autres clients, mais personnellement, j'ai suivi Gourmandise. Voilà, donc là c'est par exemple la Gourmandise, donc c'est édition limitée spéciale Saint-Valentin, sélection spéciale de chocolat Gourmandise, et profiter de l'offre. Et c'est 200 demandes. Ce qui est resté, c'était 200 demandes lorsque j'ai fait la capture d'écran. Alors, la publicité sur Facebook, il y a 2 choses, enfin il y a 2 voix. Il y a la voix de la marque et la voix de l'utilisateur. C'est quoi la différence? Alors, la voix de la marque, c'est que la marque, elle veut communiquer sur un produit. Donc elle fait une communication, une publicité sur un produit bien spécifique. Et donc là, on va parler de 11 possibilités. Donc la page post text ad, la page post photo ad, vidéo, link, question, offer, event. Donc on peut faire une promotion d'un événement, like, et puis mobile app install ad, et puis domain ad éventuellement, et sponsor the results sur les résultats et les moteurs de recherche. Donc il y a 11 manières de communiquer sur Facebook pour faire passer un message de la marque. Pour la voix de l'utilisateur, il y a plus que ça, il y a 12, la différence est une seule. Il y a 12 manières de communiquer. Donc je fais quoi en fait? Comment ça apparaît? Ça apparaît un utilisateur a dit tel truc dans tel post, grosso modo, ou un utilisateur. Je suis ami avec Amira Mathalan. Amira, elle a dit tiens, Cosmito Coffee, c'est très bien. Et le mec de Cosmito, donc la marque Cosmito, elle clique sur, elle fait la promotion de ce qu'elle a dit elle, et ça atterrit sur mon compte. Tiens, c'est Amira qui a fait une bonne note à Cosmito Café, il faut que j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe. Donc c'est quoi ce Cosmito Café, et ainsi de suite. Donc notamment, tiens, je vais aller voir, et ainsi de suite. Donc je suis influencé par Amira pour aller voir ce café-là, et ainsi de suite. Donc grosso modo c'est ça. Donc c'est la voix de la marque, c'est la marque qui parle aux internautes, et là c'est les internautes qui parlent aux internautes, mais avec la marque qui est derrière, grosso modo.
Et c'est page, post, share, sponsored story, question, offer claim, event, check-in, sponsored story, gameplay, sponsored story, app shared, sponsored story, etc., etc., etc. Pour expliquer les choses comme ils sont, il y a des gens qui ne connaissent pas très bien Facebook. Il y a le profil d'un internaute, il y a une page Facebook. La différence, c'est que le profil, ça appartient à moi, et la page Facebook appartient à une marque généralement. Il y a aussi les lieux, donc c'est les points d'intérêt, c'est les points d'intérêt, donc c'est un point de vente éventuellement, ou c'est une marque qui a un point de vente local, donc grosso modo. Et là, en fait, on fait la promotion généralement de pages et non pas de profil. Parce que généralement, on a parmi nous, un de nos clients qui est Baguette et Baguette qu'on vient de décrocher. Il nous a effectivement, il a créé au départ un compte et il a cherché des amis sur ce compte-là. Et ensuite, il a eu 4500 amis. Et ensuite, il a créé une page. Il a voulu finalement fusionner la page avec le compte et c'était pas possible. Donc attention, il faut créer une page pour une marque et non pas un compte. Alors, problématique de ciblage. On a aujourd'hui, lorsque vous vous connectez, lorsque vous donnez, lorsque vous faites, vous mettez grosso modo, vos coordonnées sur Facebook, vous mettez généralement les informations sur la date de naissance et tous les éléments. Généralement, à la loi des grands nombres, à 70%, 80%, les gens ne mentent pas sur leur compte. Mais généralement, on trouve 30, 20, 30% des gens qui mentent par rapport à leur profil. Mais sur quoi en fait on ne ment pas, c'est le comportement, notre comportement de recherche et d'amis et d'intérêt par rapport à ce que je fais. Tous les jours, je regarde, je suis abonné à des pages de foot ou je suis abonné à des pages de fashion, La Redoute, Blue Island ou autres pages. Généralement, en fait, je ne mens pas par rapport à ça. Et donc, Facebook, il fait avec la big data, il fait beaucoup de données, il met en place toutes les données qui sont par rapport à un comportement d'une personne. Et lorsqu'on, nous, annonceurs, on fait de la publicité, on a la possibilité de choisir des gens qui aiment tout ce qui est textile et habillement, voilà, qui aiment tout ce qui est auto, voilà, qui aiment tout ce qui est foot. Pour vendre, par exemple, nous avons un client aux Émirats qui s'appelle Cora Bazar, qui fait de la publicité sur Facebook et sur Google, et ça, pour lui, lorsqu'il cible les gens qui aiment le sport, c'est pas certain d'avoir des gens qui vont acheter, parce que ceux qui aiment le sport ne jouent généralement pas au sport. Lui, comme ils vend ses batteries, donc c'est notre problématique, donc il faut rechercher encore, affiner la recherche par rapport au ciblage, et ceux qui pratiquent le sport et non pas ceux qui aiment le sport, généralement. Alors, les différents cas de possibilités d'affinage de ciblage. On a les données démographiques comme l'âge, genre, code postal, dispositif, système d'exploitation. Nous avons en Tunisie une problématique assez importante. Tous les Tunisiens, 80% des Tunisiens habitent à Kabis. C'est quoi Kabis? C'est Gebes en domo. Donc généralement on n'a pas beaucoup de géolocalisation, on ne peut pas faire beaucoup de géolocalisation en Tunisie. Donc on a par exemple des statistiques de Sfax, de Tunis et ainsi de suite, mais parce que en fait, la connexion, les fournisseurs d'accès Internet ne donnent pas la bonne information par rapport à une ligne téléphonique qui est connectée à partir de Sfax ou de Tunis ou de Gabès ou ainsi de suite. Donc la géolocalisation, on peut dire que uniquement la Tunisie et puis voilà. Les données personnelles, donc la ville, généralement on renseigne notre ville, l'état, le code postal, l'anniversaire, l'éducation, le lieu de travail et le statut. On peut cibler par exemple pour les cadeaux d'anniversaire ou les offres, on peut cibler les gens qui ont un anniversaire qui va arriver dans les 3 prochaines semaines. Donc on communique uniquement sur eux en général.
Ensuite, on a les données sociales, donc, les préférences et intérêts par rapport à un secteur d'activité, les liens d'amitié, d'activité, enfin, le check-in, enfin, je fais un check sur un lieu. Le lieu le plus populaire plutôt, c'est l'aéroport Tunis-Carthage. Et puis la détermination, qu'est-ce que je suis en train de faire. Les ciblages personnalisés, la clientèle d'un fabricant de composants informatiques ou télécom, de télécom de base ou opérateur. Il y a d'autres moyens de communication faits pour le e-commerce, comme le social CRM. Il est clair et précis, par exemple, si aujourd'hui on a une base de données dans notre CRM à nous, de gens qui ont acheté de notre site internet, qui n'ont pas refait leur achat dans un mois ou deux, pendant les 3 derniers mois, on peut effectivement extraire ces bases de données-là d'email et les envoyer sur Facebook et uniquement cibler ces gens-là pour leur donner une offre supplémentaire, parce que pour les fidéliser éventuellement et ainsi de suite. C'est quoi la différence entre ce truc-là et un emailing? Il y a un annonceur qui m'a demandé il y a un annonceur qui a fait cette remarque-là. La différence, c'est que un emailing, ça peut passer inaperçu, mais lorsque on fait un message personnalisé comme quoi vous avez acheté telle date, tel produit, et aujourd'hui on vous offre tel truc, ça ne peut pas passer inaperçu sur Facebook, clairement. Il y a d'autres moyens aussi d'aller vers le e-commerce et dans la vente proactive. C'est sur Facebook, c'est de partir sur des promos sur des pages, des posts sur des pages Facebook. Donc clairement là c'est gratuit. Alors, je vais parler maintenant, je vais passer la parole à Amira pour parler un peu de community management. Je vais enchaîner en fait avant d'en parler. Donc aujourd'hui, Facebook, c'est une bonne plateforme pour influencer. Donc, je résume un peu. Pour influencer des gens pour acheter. Donc, grosso modo. On peut influencer. On peut être. Enfin, c'est un média aussi. Enfin, les deux. Donc, le média Facebook, à travers la communication voix de la marque. On peut les influencer par le voix de l'utilisateur, mais aussi on peut les influencer par du community management sur des pages Facebook. Je t'en prie. Merci. Je me présente, Amira Fimni. Je suis Strategic Digital Planner à Access to e-Business. Donc je vais vous présenter le community management et son importance pour votre page Facebook et comment être présent sur Facebook. Donc, avantage Facebook, premièrement, c'est une relation directe avec votre prospect, client, et qui peut être, avec le temps, votre ambassadeur. Donc, il faut créer l'opportunité pour être près de votre client et parler avec lui. Il faut partager à l'instant T votre contenu. C'est un facteur clé de succès. Le contenu, on ne peut pas le partager après 1 semaine, 2 semaines, c'est à l'instant T. Pour faire profiter de votre audience, ce que vous vivez, ce que vous vendez, tout ce que vous voulez. Il faut créer du contenu. C'est l'investissement média le plus intéressant en termes de ROI, comme Mohamed Ali en a parlé. Donc Facebook, ce n'est pas cher. Vous pouvez cibler votre internaute avec les caractéristiques que vous voulez. Et ce n'est pas cher car quand il clique, vous payez. Quand il ne clique pas, vous ne payez pas. Partager avec la plus large communauté toutes les expériences de la marque, comme j'en ai parlé. Les ingrédients clés sont construire de nouvelles relations et renforcer les efforts marketing par les supports social media. Premièrement, il faut identifier la cible. Par exemple, votre cible est de 18 à 24 ans. Après, il faut choisir les bons réseaux sociaux où il faut se positionner. Il ne faut pas, par exemple, si je parle de Foursquare et vous n'avez pas de point de vente, vous ne pouvez pas être présent sur Foursquare. Après, il faut écouter votre audience, votre communauté. Il faut discuter, il faut offrir une solution. Il faut communiquer sur les valeurs de la marque.
Après, le prochain step, c'est il faut évaluer ou ajuster. Si ça ne marche pas, il faut changer. Si c'est bon, il faut évaluer et construire sur vos efforts. L'investissement que vous aurez à faire, c'est le temps, de l'énergie et de la créativité. Ici, c'est la différence entre une campagne traditionnelle et une campagne basée sur une plateforme communautaire, social media. Pour une campagne traditionnelle, comme vous le voyez ici, si vous faites une action, vous avez un top et après, ça rechute. Et vice-versa, ça continue comme ça. Sur une plateforme social media, c'est toujours constant. Vous créez votre communauté et ça évolue. En fait, c'est aujourd'hui clairement sur un réseau social, on peut on peut travailler sur notre client, notre prospect et lui donner d'autres propositions pour qu'il puisse acheter. Donc, lorsque une personne clique sur le simple bouton j'aime, ça veut dire qu'il a demandé de recevoir des messages publicitaires de la part de la marque. Et donc, cette personne-là, il va recevoir non pas un message lorsqu'il a fait une campagne de communication, mais plusieurs messages tout au long de la campagne. Donc, clairement, si on ne fait pas de communication, si on n'a pas une page Facebook, on peut mettre beaucoup d'argent dans la com sans qu'on puisse recycler ces prospects-là et ces clients éventuels. Il y a 50 ans, toute une famille était présente devant la télé et c'était le pouvoir au marketeur de passer l'information comme il le souhaite. Maintenant, ça a changé. Le pouvoir, il est chez le client. Il peut choisir. Et il y a une évolution technologique énorme qui a fait changer cette procédure. Donc, le client a le pouvoir de choisir entre vous et votre concurrent. Donc, quand il faut faire les choses, il faut les faire bien. Les parties pris stratégiques. Premièrement, il faut prendre la parole devant la cible, intéressée par votre produit ou votre service. Deuxièmement, il faut miser sur les réseaux sociaux qui intéressent votre cible. Et après, il faut partager la vision, les valeurs et la promesse de la marque. Facebook permet d'humaniser la relation entre vous et votre client. C'est-à-dire qu'il peut parler avec vous, chose qu'il ne peut pas faire dans la vraie vie. Parti pris opérationnel. Pour réussir, il faut créer du contenu. Il faut développer une communauté et les rendre ambassadeurs de la marque quand ils sont plus fidèles. Et il faut convertir les plus engagés. Le plan d'action. Quand je parle de convertir les plus engagés, il faut récompenser la communauté à travers des activations sur Facebook. Il faut créer des applications, permettre à votre audience de gagner quelque chose, c'est très important. Il faut y définir une ligne éditoriale. Chaque marque doit fixer des thèmes dès le début, avant d'investir sur Facebook, des thèmes qu'elle choisira et tournera autour de la marque. Et ces thèmes, ils doivent être planifiés sur un an, chaque mois, à peu près 3 à 4 thèmes par mois. Et ainsi de suite. Et après, c'est une planification par semaine. Donc, après, il faut définir un plan média. Pour réussir votre page Facebook, le plan média est, disons, ça doit aller en parallèle. Sans plan média, vous n'aurez pas assez de fans. Votre contenu ne sera pas vu par toute votre audience. Donc, on peut dire que c'est un peu perdu. Je vais prendre la parole sur ça. En fait, dans les années 2009, 2008, 2009, 2010, on avait en fait une possibilité de gagner des fans d'une manière incroyablement rapide. Parce que lorsqu'on fait un post, ça se dispatche d'une manière incroyable. Aujourd'hui, on a une quantité énorme d'informations, mais aussi Facebook, lorsqu'il s'est introduit en bourse, il a mis en place toute une technique pour que les gens achètent du Facebook Ads pour gagner des fans. Enfin, clairement, c'est grosso modo c'est ça. Donc les investisseurs ont demandé aux dirigeants de Facebook de diminuer quelques paramètres, de changer des paramètres pour que ces marques-là puissent passer à l'achat de médias sur Facebook.
Je vais essayer de dire les choses comme ils sont. Donc c'était en 2009, 2010, 2008, 2009, 2010. Aujourd'hui, nous sommes en 2013. 2017, ça va être quasiment impossible de créer, d'avoir des fans sans qu'on achète beaucoup d'achats, enfin on achète beaucoup de chez Facebook. Donc si vous avez une marque, il faut le faire tout de suite. Voilà. Il faut définir votre stratégie de contenu. Est-ce que vous voulez uniquement des photos, des vidéos, de tout genre de contenu? Le plus important, il faut définir les temps adéquats avec votre discours, dans votre discours et votre cible. C'est-à-dire, je peux dire des exemples. Par exemple, notre cliente gourmandise, Madame Camoun ne nous autorise pas de parler avec un ton ludique, funny. Il faut que ce soit un français soutenu. C'est ça. Baguette et baguette, c'est autre chose. Donc, il faut choisir le temps. Alors, en fait, nous avons un client qui vend du café. C'est le café Panda. Clairement, on a remarqué que les internautes se connectent sur Facebook, les fans de cette page-là, à 22h, entre 21h et 22h. Le maximum, le pic, c'est cette heure-ci. Présenter du café à cette heure-ci, c'est un peu, c'est avant de dormir, c'est pas tout le monde qui va, c'est pas tout le monde qui prend un café avant de dormir. Donc clairement, on a essayé d'adapter notre contenu pendant la soirée pour qu'on crée des interactions sur la page. Et effectivement, pendant cette heure-ci, on retravaille, on parle des valeurs de la marque plutôt que du café proprement dit et ainsi de suite. Donc il faut savoir poster, quand poster, parce qu'il y a des pages où on a un maximum entre... par exemple, on a géré pendant un moment la page Mosaïque FM, et la page Mosaïque FM, le pic c'est entre 7h du matin et 9h du matin à peu près. Donc c'est le pic de cette page-là, il est dans cette... Tout le monde se connecte, tous les fans ils se connectent à cette heure-ci. Et donc les différentes pages, les différents fans, les différents comportements de fans, il faut essayer d'adopter le contenu de ces pages-là par rapport aux horaires de connexion en général. Et il faut offrir un contenu qui va avec le temps, avec l'environnement. Je ne sais pas, lorsqu'il y a eu malheureusement le décès politique, les Fidouns, on a nous arrêté les publications sur les pages, mais lorsque en fait, on avait des problèmes en Tunisie d'une manière générale, on faisait des posts qui donnent, nationalistes un peu, et ça donne, les gens ils adhèrent à ce principe. Oui. Pour le brand content ou création de contenu. Sans brand content, vous ne pouvez pas réussir. C'est aussi simple que ça. Si vous avez une marque et vous n'avez pas de contenu, vous ne pouvez rien communiquer. Le contenu peut être différent. Contenu d'information, ce qui est simple. Couverture d'événements. Je parle de live tweet. Je parle des photos. D'ailleurs, on est en train de faire un live tweet sur cette conférence-là. Donc vous allez voir vos photos maintenant sur Twitter et sur Facebook. Donc là, en fait, on est en train de filmer, on est en train de prendre des photos et on est en train de poster avec le hashtag EEC Tunis, e-commerce Tunis, sur Twitter. Voilà. Une web série, si vous voulez créer du buzz, du buzz ou du teasing. Par exemple, on a fait ça pour Géant. C'est des petites vidéos avant l'ouverture de Tunis City, après avoir été brûlé. Contenu généré par les utilisateurs. En anglais, c'est User Generated Content. Chaque marque, c'est son objectif. C'est les utilisateurs, son audience, ses clients lui créent du contenu. C'est le partage de photos, de statuts, d'encouragement, c'est le contenu généré par les utilisateurs ou les clients de la marque. Et chose que tout le monde oublie, c'est le retour sur expérience. Quand vous faites quelque chose maintenant, c'est bien de la partager maintenant,
Mais il faut passer 1 semaine, 2 semaines, et après y revenir, rappeler. C'est très important pour fidéliser votre communauté. Alors, aussi par rapport au retour sur l'expérience, nous avons des clients qui écoutent, généralement en Tunisie on est très fort pour râler, en fait, pour dire les choses, pour râler. Donc on est très fort. Donc généralement les marques écoutent ces informations-là et essayent de trouver des solutions par rapport à des problématiques bien définies. Donc c'est aussi un service client qui est offert, c'est un retour d'expérience par rapport, généralement lorsque Madame Camoun, gourmandise, elle gère une entité, elle n'est pas toujours dans tous les points de vente, donc elle essaie de prendre un peu les informations qui existent sur la page Facebook pour essayer de les retravailler et puis améliorer son service, grosso modo. Le retour sur expérience peut être aussi pour les actions de sponsoring. Si votre société est vraiment active, comment valoriser votre effort? C'est ça. Pour la modération, c'est très important de veiller sur la charte de la page. Il faut respecter la charte de la page, c'est-à-dire chaque page doit avoir un règlement à respecter. Il ne faut pas dépasser les 24 heures pour répondre à vos internautes. C'est très mal vu et généralement il ne faut pas les dépasser. Et quand vous faites un scroll sur la page, il faut que vous trouviez, si vous descendez sur la page, je suis désolée, si vous descendez dans la page, mais comment auditer une page par rapport à une autre? C'est que vous trouvez la marque, c'est elle qui répond la dernière, c'est pas l'utilisateur. Il faut toujours répondre à vos fins. Suppression d'interventions indésirables, et ce après une consultation du client. C'est pas bien de supprimer un mécontentement d'un client, mais c'est bien de lui répondre. Déjà. Voilà. Il faut être transparent. Il faut être transparent, mais parfois en fait ils en abusent, donc ils dépassent leurs limites. Et là en fait on est obligé de les supprimer. Ils ne respectent pas les conditions générales de la page. Comme les gros mots, il faut supprimer. Et gestion des bad buzz et les gros mots, c'est les détournements de la ligne éditoriale, ou bien par exemple je suis dans la page de café et quelqu'un publie quelque chose sur la politique ou sur l'islam ou quelque chose comme ça. Il faut les gérer. Alors, une anecdote par rapport au bad buzz. L'Espérance de Tunis est allée au Japon pour jouer la Coupe des continents. Et en fait, Orange avait sorti une vidéo sur pourquoi l'Espérance de Tunis a perdu. Donc, c'était anecdotique, parce qu'il y avait le décalage horaire, c'est parce que machin. Et l'équipe, les supporters de l'Espérance n'ont pas aimé cette plaisanterie, grosso modo. Et effectivement, ils nous ont attaqué sur la page foot.orange.tn, qui est notre client. Ils nous ont attaqué, donc c'est une communauté de à peu près, on va dire, simultanément connectés entre 800 et 1500 personnes, je ne sais pas, j'ai oublié, c'était il y a 2 ans. Donc c'était on avait à supprimer chaque seconde une dizaine de commentaires, mais surtout au fait orienter le débat sur autre chose. Donc il fallait trouver en même temps, supprimer les mauvais commentaires et orienter les internautes vers d'autres problématiques de foot, contre foot. Voilà. Et on a réussi à calmer le jeu presque en une soirée. C'était entre 20h et 5h du matin, grosso modo. Donc, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire sur Facebook. Donc, premièrement, il faut définir votre ligne éditoriale, comme je vous en ai parlé. Créer de l'interaction autour des produits, actions promotionnelles, avis d'experts, tout au long de l'année. Si vous êtes par exemple une marque de cosmétiques, c'est très important de mettre des avis d'experts, que ce soit à l'international ou local. Créer une relation privilégiée entre la marque et le professionnel, contact direct, réponse personnalisée et un contenu inédit et exclusif. Il faut partager des expériences de marque, créer un univers immersif, et ici il faut exploiter les techniques digitales
pour vous présenter l'univers de l'institution. J'ai quelques stats en tête. En moyenne, une personne consulte son téléphone, son smartphone, 14 fois par jour pour voir Facebook. Une autre statistique, c'est 1 minute sur 5 passée sur son smartphone, c'est sur Instagram ou Facebook. C'est énorme. Et en Tunisie, il y a 2 millions iOS et Android. Il y a 2,7 millions d'utilisateurs de smartphones en Tunisie, qui a augmenté à peu près de 60%. Donc, même le mobile, c'est très intéressant de nos jours. Engager, un autre point, engager les fans les plus actifs et leaders d'opinion dans la création de contenu, user generated content, et récolter des témoignages. Ici, je parle des blogueurs, des personnes influentes en Tunisie. Et il faut planifier un plan média annuel, c'est-à-dire achat, Facebook Ads, et sur le web afin de soutenir l'écosystème digital. L'écosystème digital, c'est généralement au centre, il y a votre site web, si vous en avez, et autour, il y a les réseaux sociaux. Donc, je m'approfondis. Donc, il y a le site web, et autour, il y a tous les réseaux sociaux. Par exemple, vous voulez être présent sur Facebook, sur YouTube, sur Pinterest, sur Foursquare, et sur Instagram, et sur Twitter. Il faut que tout l'écosystème digital soit orienté dans la même procédure, la même démarche stratégique. Même ligne éditoriale. La même, voilà. Ce qu'il faut éviter de faire, recruter des fans arbitrairement. Il y a des campagnes de recrutement sauvage, de fans avec le voilà. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui vous disent je peux vous apporter 50 000 fans, mais quand vous voyez vos fans, vous trouvez Bangladesh, l'Inde, des fans que les gens passent. Mais surtout, en fait, hors cible. Voilà. Par exemple, ils vont recruter des hommes et des femmes. Ils ne peuvent pas faire la différence entre les hommes et les femmes. Alors, problématique, pourquoi en fait c'est dangereux, je dis que c'est dangereux de recruter des femmes d'une manière non ciblée. Parce qu'aujourd'hui, Facebook, il a pour positionner une marque, une page d'une marque sur la timeline, il a calculé un algorithme qui s'appelle, le nom commercial, il s'appelle EdgeRank. Et pourquoi c'est important de ne pas avoir des fans qui ne sont pas engagés avec la marque, mais c'est juste des fans non ciblés. Parce que lorsque les remarques qu'il y a une page où il y a plein de fans qui n'interagissent pas avec la page, il la déclasse. Donc on a, par exemple, on a des clients qui ont 15 000 fans, 20 000 fans. Ils suffisent par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, parce que clairement, ils se disent, voilà, ce sont des fans qui sont engagés avec notre marque. On ne veut pas les 200 000 fans ou 300 000 fans, je veux uniquement les 20 000 ou 25 000 fans. C'est tout, et je veux uniquement, ce sont des fans qui sont engagés avec ma marque, qui sont des fans ciblés. Je ne veux pas qu'il y a un recrutement d'une manière non ciblée. Donc ça permet de garder ce EdgeRank, et ça permet de garder la qualité de cette page-là. Il y a d'autres marques, nous avons un client qui s'appelle Citroën, qui effectivement, on travaille avec lui, il a aujourd'hui 50 000 fans en 10 mois. Il a en fait un concurrent qui s'appelle Mazda. Et Mazda, il est en train d'évoluer d'une manière incroyable, et Citroën est encore sur les 50 000 fans. Je pense que Mazda, il est 90 000 fans maintenant. Et les dirigeants de Citroën, ils poussent la direction marketing de Citroën d'acheter des fans comme ça, pour partir, pour avoir plus que les autres concurrents. Et généralement, la dame, heureusement, elle est intelligente, elle a expliqué aux dirigeants qu'il est important de savoir que le facteur le plus important, c'est pas le nombre de fans, mais c'est le nombre de personnes qui en parlent par rapport au nombre de fans. Et là, en fait, le EdgeRank, il est grosso modo calculé à un score de 50% sur le nombre de personnes qui en parlent sur le nombre de fans. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas la faute si vous avez des pages, de recruter des fans d'une manière non ciblée.
D'accord? Il ne faut pas publier sur la page Facebook avec un rythme discontinu. C'est-à-dire, ne pas suivre un planning hebdomadaire. Il ne faut pas arriver chaque jour et dire « Tiens, qu'est-ce que je vais mettre sur cette page ?» Il faut planifier à l'avance. Ne pas aller de pair avec les actions promotionnelles de la marque et rater des rendez-vous avec la communauté. En moyenne, il faut pas dépasser, en moyenne, c'est 3 publications par jour. Il ne faut pas faire à part pour les sites politiques ou les news, qui font jusqu'à 50 partages ou 50 posts par jour, une page pour une marque ne doit pas dépasser les 3 publications par jour. Sinon, la moyenne est de 3 à 5 maximum, s'il y a un événement. Full Foot, on arrive à 20 publications par jour. Mais dans une marque, généralement, c'est entre 3 et 5. Enfin, entre 2 et 5. Par exemple, s'il y a une action, street, il faut la partager sur Facebook. Donc on peut rajouter 2 posts par jour. S'il n'y a rien, il faut pas, disons que, il faut éviter que vous ayez des publications qui se chevauchent. Pour Wall Street Journal, il fait une publication par jour. Une. Il ne faut pas laisser des questions sans réponse, ne pas assurer la modération de la page, ignorer des fans, ne pas créer une charte qui réglemente l'activité des fans. J'en ai parlé. Il ne faut pas utiliser des images de mauvaise qualité, ne pas soigner l'image des produits, piquer des images non libres de droit et ne pas créer une charte graphique. Et il faut respecter les dimensions de Facebook. C'est-à-dire, quand vous descendez dans une page, le client il doit être à l'aise, il ne doit pas à chaque fois ouvrir l'image pour voir tout le contenu. Tout le contenu doit être sur le carré, c'est 403 x 403. Et il peut voir le statut et l'image en même temps. Il peut liker, partager ou commenter et passer. Il ne faut pas, à chaque fois qu'il ouvre une fenêtre, il faut que tout soit visible. Et concernant l'écosystème digital, il ne faut pas exclure la page Facebook de cet écosystème. C'est très important. Généralement, en fait, je reçois un débrief, je veux créer une page Facebook. La réponse, je réponds toujours comme ça. Est-ce que vous avez une stratégie marketing? Pourquoi vous voulez créer une page Facebook? Non, parce que mon concurrent va le créer, et c'est important que je crée, il faut que je crée une page, il faut que je le crée maintenant, la créer maintenant, et ainsi de suite. Et je répète la question, est-ce que vous avez une stratégie digitale? Qu'est-ce que vous voulez faire de cette page Facebook? Est-ce que vous avez une vision? Est-ce que vous avez une problématique bien définie sur laquelle vous voulez répondre sur la page Facebook? Généralement, en discutant avec le client, en posant nous-mêmes des questions aux clients, on trouve des réponses à ces questions-là. Et ceux avec lesquels on n'a pas de réponse, on ne concrétise pas avec eux, grosso modo. Donc on se réunit avec le client, on fait une réunion de brainstorming au départ, une deuxième réunion de brainstorming, troisième réunion de brainstorming, et généralement on concrétise avec lui en quatrième réunion. 4 réunions commerciales pour que, de conseils avant de concrétiser avec un client. Malheureusement, ça coûte. Donc quelques conseils pour finir. Donc il faut poster au bon moment. Disons, après 2 mois, vous pouvez voir à quel point vous avez impliqué avec votre communauté. Il faut faire participer vos membres avec des questions. Il faut les inciter à interagir avec votre marque, ou votre produit, ou votre service. Il faut être malin, il faut être créatif, il faut être inspiré. Il faut utiliser des messages courts, plus de 60% d'engagement sur les posts de 100 caractères. Si vous avez un message très long, le fan, quand il voit ça sur le fil d'actualité, il va pas patienter à lire un très long message. Il faut utiliser des contenus photos et vidéos. Il faut éviter les statuts sans photo, sans vidéo, parce qu'il y a plus 180% d'interaction. Et il faut offrir du contenu inédit. C'est-à-dire, vous avez posté ça et pas d'autres personnes. Et vous êtes first mover, le premier entrant. Et il faut créer des applications originales. Pour les applications, c'est une autre chose. On peut les appeler activation aussi. Quand la page, elle est, disons, on a 2000 personnes qui en parlent. C'est très important. Les personnes qui en parlent plus que le nombre des fans. Si vous voulez savoir votre taux d'engagement, il faut calculer les personnes qui en parlent sur le nombre de fans fois 100.
Généralement, si vous êtes à moins 40%, c'est pas bien. Donc, quand la page, disons, elle est morte, il faut créer quelque chose. Ce quelque chose, c'est une application ou une activation. Il faut créer un jeu ou une expérience pour faire interagir votre communauté avec votre marque. C'est autre chose, c'est un plus de Facebook. Il faut créer, il faut un développeur, il faut un jeu, et généralement, quand on fait un jeu sur Facebook, il faut récompenser votre communauté. C'est-à-dire qu'il faut avoir un cadeau. On va laisser le temps pour que l'audimat puisse poser la question. Donc, je remercie énormément Emela qui a aujourd'hui 10 mois chez nous, chez Access to Business. Donc il a acquis énormément d'expérience en 10 mois et il l'a bien présenté aujourd'hui. Bravo. Donc je vais essayer de faire... Merci de poser des questions. On va avoir un exemple d'application que je... Oui, bien sûr. Merci. Cette application-là, en fait, c'est lors de la Coupe d'Europe, c'est un quiz dont le mécanisme était, le brief du client était simplement, je veux augmenter le trafic qui existe sur mon portail mobile, sur mon site web mobile. Donc on a fait une sorte de chasse au trésor, des questions qui sont très difficiles, dont la réponse existe sur le portail mobile. Donc les gens partaient la page Facebook footballorange.tn vers le portail mobile et ensuite revenaient vers ces applications-là. Et effectivement, on avait atteint deux objectifs. Le mécanisme était aussi un mécanisme viral avec une solution, lorsque je perds, je réponds faux. Je suis obligé d'inviter 3 de mes amis pour que je puisse rejouer. Et on a eu un nombre de clients, de joueurs qui étaient assez intéressants. Je vais essayer de parler de ce site web là et avec c'est un site web, une application et une vidéo virale. Donc, lorsque Tunicity a été brûlé malheureusement, en fait, lors de sa réouverture, on avait fait un site internet avec un bouton j'aime. Donc lorsque je clique sur j'aime, nous récupérons la photo du profil de la personne qui a aimé pour collecter, pour faire une mosaïque Kbera, pour l'imprimer à l'entrée de Géant pour les personnes qui aiment Tunicity. Ensuite, nous avons fait une vidéo virale très émotionnelle, avec au début Tunicity avant, lorsqu'il a été brûlé, pendant la reconstruction et lors de son ouverture. Et on a viralisé cette vidéo-là à YouTube et on avait fait, je pense, dans les 50 000 vues pour cette vidéo-là. Et on avait fait aussi du community management pour dire aux internautes, aux fans de la page Tunicity, qu'il y a des produits, les marques qui ont réouvert à Tunicity. Là, c'était une application pour Panasonic. Le brief était je veux qu'un internaute, lorsqu'il atterrit sur mon application, il joue à peu près dans les 40 minutes. On avait fait une chasse au trésor comme d'habitude, mais avec des points de repère entre temps et ainsi de suite. Et on avait des joueurs qui ont joué, je pense, dans les 10 heures. Citroën avec cette application-là, une application de photo, en fait. Enfin, chacun de nous a vécu avec une Citroën dans sa vie, dans sa famille. Donc effectivement, prenez votre photo,
prenait la photo avec la Citroën et essayait de la partager, et le système de vote qui permettait. Donc, on a gagné par rapport à ça le User Generated Content, donc on a créé du contenu tunisien avec des Tunisiens. Et parce que en fait, Citroën c'est international, elle n'a pas beaucoup de contenu local, elles vendent des voitures et puis pas ça, mais là en fait on avait créé du contenu local, donc on a répondu à la problématique de création de contenu pour Citroën localement, mais aussi on avait fait gagner des gens qui ont passé un message très positif par rapport à la marque, et effectivement il a connu un peu la marque d'une manière plus rapprochée. Pour gourmandise, bon, ça s'affiche pas très bien sur l'écran. La marque gourmandise que l'on ne veut pas, c'est une marque qui est assez chère en termes de prix. Donc c'est une marque de luxe. Enfin, elles veulent pas prononcer que c'est une marque de luxe, mais c'est une marque quand même de luxe. Et au fait, elle a dit clairement, je veux pas que mon audimat puisse jouer à un jeu et il gagne un truc, parce que c'est pas la marque. Donc la problématique, on a répondu à cette problématique en faisant vivre une expérience à des internautes pour comment créer la pièce montée de Fatma, qui s'appelle Fatma, la pièce montée Fatma de gourmandise, qui existe sur leur site internet, gourmandise.com.tn d'ailleurs.